Le millionnaire parlait à Dieu dans un silence total, portant une douleur que personne n'avait jamais vue, jusqu'à ce que la fille de l'employé de maison lui touche l'épaule, échangeant avec une simple question. Le manoir se dressait imposant, en haut de l'avenue Foch à Paris, telle une forteresse de pierre et de silence au milieu du chaos urbain. Ces hauts murs cachaient des jardins autrefois verdoyants, désormais envahis par les feuilles mortes et les branches tordues qui ne connaissaient plus le contact de mains soigneuses. Les immenses fenêtres, protégées par de lourds rideaux de velours bordeaux, laissaient rarement la lumière du jour traverser leurs vitres épaisses. C'était comme si la bâtisse elle-même avait appris à respirer en sourdine, à exister sans faire de bruit, à occuper l'espace sans demander la permission au monde. À l'intérieur de ces murs, Élie de Montvert marchait seule. Ses pas résonnaient sur le marbre italien du couloir principal, un son métallique et froid qui se répétait chaque soir dans la même séquence, au même rythme, avec la même cadence de celui qui suit un rituel immuable. Élie avait 62 ans, des cheveux grisonnants peignés en arrière avec du gel, de larges épaules qui portaient des costumes toujours impeccables et une posture qui ne cédait jamais. Son expression était de granit. Ses yeux d'un brun presque noir ne révélaient rien d'autre qu'un contrôle absolu. Il avait bâti un empire, dans le secteur du transport et de la logistique, étendant son entreprise à toutes les régions de France, accumulant des chiffres que la plupart des gens ne sauraient même pas prononcer. Mais aucun compte en banque n'était capable de combler le vide qui habitait chaque pièce de cette maison. Élie n'avait pas d'héritier, pas d'amis, personne. Il fut un temps où le manoir débordait de vie. Sa femme, Hélène, riait aux éclats en organisant des dîners pour les partenaires d'affaires. Son fils, Michel, courait dans les couloirs en tenant des avions en papier et remplissait la maison de bruit et de désordre. Mais c'était avant la tragédie qu'il ne mentionnait jamais à voix haute, avant que tout ne s'effondre. Hélène et Michel étaient partis ensemble, dans un accident de voiture sur une route de campagne mal signalée en Bourgogne, alors qu'ils revenaient d'un week-end. Élie n'était pas avec eux. Il était en réunion d'affaires. Il était toujours en réunion d'affaires. Après ce jour, il ferma à clé la chambre de Michel, rangea les photos d'Hélène dans un tiroir, congédia ses amis, éloigna sa famille et transforma sa douleur en une muraille infranchissable. La foi, qui était autrefois quelque chose de paisible et de naturel, devint son unique ancre. Mais c'était une foi solitaire, silencieuse, presque secrète. Chaque soir, à la même heure, Élie montait au 2e étage, entrait dans le petit bureau qu'il avait transformé en espace de prière et s'agenouillait devant un autel simple, une croix en bois, une vieille Bible et une bougie blanche. Là, il parlait à Dieu. Demandait la force, demandait des réponses. Et parfois, il pleurait, tout simplement. Personne ne pouvait l'interrompre. Jamais. Les employés le savaient. La cuisinière, Madame Irène, qui travaillait dans la maison depuis 15 ans, briefait les nouveaux. Entre 19 et 20 heures, personne ne monte. Personne ne frappe à la porte. Personne ne fait de bruit. S'il a besoin de quelque chose, il descendra. Mais ne le dérangez jamais, au grand jamais. La règle n'était pas écrite, mais elle faisait loi. Et la peur qu'elle engendrait suffisait à maintenir tous les employés à l'écart du 2e étage à cette heure sacrée. Élie n'était pas violent. Il n'avait jamais haussé la voix de manière incontrôlée, mais sa présence portait un poids qui étouffait toute tentative de rapprochement. Il était poli, correct, mais distant. Il traitait tout, le monde avec un respect froid, payait des salaires justes, ne retardait jamais, ne trompait jamais. Mais il ne souriait jamais non plus, ne demandait jamais comment quelqu'un allait vraiment, ne regardait jamais dans les yeux assez longtemps pour créer un lien. Il avait appris que faire confiance était dangereux. Ses propres frères, René et Auguste, avaient tenté de lui ravir son entreprise des années auparavant, en falsifiant des documents et en essayant de prouver qu'il était incapable de gérer ses affaires après la perte d'Hélène et de Michel. La tentative échoua, mais la trahison laissa des cicatrices profondes. Depuis, Élie n'avait plus de famille. Il avait des employés, des avocats, des comptables, mais il n'avait personne. Et c'est dans ce décor d'isolement absolu qu'Agathe Lancaster apparut. C'était un mardi après-midi, pluvieux et gris, quand elle frappa au portail du manoir. C'est Madame Irène qui répondit, ouvrant le portillon latéral et trouvant une femme mince, aux cheveux bruns attachés en un chignon défait, vêtue de vêtements simples et propres, mais visiblement usés par le temps.
Agathe avait 34 ans, mais semblait porter la fatigue d'une vie entière sur ses épaules voûtées. À ses côtés, lui tenant fermement la main, se trouvait une petite fille aux grands yeux sombres, qui observait tout en silence. « Bonjour, » dit Agathe, la voix tremblante mais ferme. « J'ai appris que la maison avait besoin de quelqu'un pour aider au ménage et à l'organisation. Je suis venue proposer mes services. » Madame Irène hésita. « Qui vous a dit ça ?»« Une connaissance qui travaille dans la maison voisine. Elle a mentionné que Monsieur de Montvert cherchait quelqu'un de confiance. » Ce n'était pas un mensonge. Élie avait demandé à Madame Irène de trouver quelqu'un pour s'occuper de la bibliothèque et des pièces du 2e étage, des espaces qu'il permettait rarement qu'on touche. Mais en voyant la femme trempée par la pluie, accompagnée d'un enfant, Madame Irène sentit son cœur se serrer. « Et la petite ?» demanda-t-elle. « C'est ma fille, Cora. Elle ne cause aucun problème. Je vous le promets. Elle est très calme. Vous ne remarquerez même pas sa présence. » Madame Irène regarda la fillette. Cora avait 6 ans, des cheveux lisses et sombres tombant sur ses épaules, et elle ne détournait pas le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui dérangeait. Ce n'était pas du défi. C'était de la profondeur, comme si cet enfant voyait bien plus qu'elle ne le devrait. « Attendez ici, » dit Madame Irène en refermant le portillon. Elle monta jusqu'au bureau d'Élie, qui examinait des contrats avec la même concentration méticuleuse que toujours. Elle frappa à la porte, attendit la permission et entra. « Monsieur de Montvert, il y a une femme au portail. Elle est venue proposer ses services. Elle dit avoir appris par le voisinage que vous cherchiez quelqu'un. » Élie ne leva même pas les yeux. « Et c'est le cas ?»« Oui, monsieur, pour s'occuper de la bibliothèque et des appartements. » « Alors engagez-la. Elle a une petite fille. » Là, Élie s'arrêta. Il leva le regard, et Madame Irène sentit le poids de ce silence. « Un enfant, » répéta-t-il sans intonation. « Oui, monsieur. Elle dit que la petite ne dérangera pas. Qu'elle est calme. » Élie reporta son attention sur les papiers. « Je ne veux pas d'enfant dans cette maison. Monsieur, avec tout mon respect, la femme semble être dans le besoin, et la petite est vraiment très calme. Je l'ai regardée. Elle n'a pas fait un bruit. » Il y eut une longue pause. Élie tapota des doigts sur la table, un geste rare qui indiquait qu'il était, en effet, en train de réfléchir. « Dites-lui que j'accepte, mais à certaines conditions. L'enfant ne circule pas aux étages principaux, ne fait pas de bruit, ne touche à rien. Au moindre problème, elle part immédiatement, sans préavis. »« Oui, monsieur. » Madame Irène descendit et ouvrit le portail. Agathe entra avec Cora, tenant la main de sa fille avec force, comme si elle avait peur qu'elle ne disparaisse. Elles furent conduites à l'arrière du manoir, où se trouvaient les chambres des employés. La pièce qui leur fut attribuée était petite, avec un lit simple, une vieille armoire et une fenêtre donnant sur le jardin abandonné. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait un toit. Et pour Agathe, c'était tout. « Merci », murmura-t-elle, les yeux humides. Madame Irène hocha la tête et sortit, laissant la mère et la fille seules. Agathe s'assit sur le lit et attira Cora près d'elle. « On va être bien ici, mon amour, je te le promets. » Cora ne répondit pas. Elle ne répondait jamais. Depuis le départ de son père, des mois plus tôt, victime d'une maladie que les médecins n'avaient pas réussi à endiguer, la fillette avait cessé de parler. Agathe l'avait emmenée chez des pédiatres, des psychologues, des orthophonistes. Tous avaient dit la même chose. Il n'y avait rien de physiquement anormal chez Cora. Elle avait simplement choisi le silence. Mais Agathe savait que sa fille comprenait tout. Cora écoutait, observait, ressentait. Elle ne voyait simplement aucune raison de parler. Et peut-être, pensa Agathe, en caressant les cheveux de la fillette, peut-être essayait-elle juste de survivre de la seule manière qu'elle connaissait. Ce soir-là, Élie suivit sa routine. Il dîna seul à l'immense table en acajou de la salle à manger, répondit à quelques emails, monta au 2e étage et entra dans le bureau. Il alluma la bougie, ouvrit la Bible et s'agenouilla. Ses prières étaient toujours les mêmes. Des demandes de force, des demandes de clarté. Et, au fond, une demande silencieuse pour que Dieu explique pourquoi il était encore là, seul, à respirer, alors que tout ce qu'il aimait était parti. Pendant ce temps, dans la petite chambre du fond, Cora n'arrivait pas à dormir. Elle regardait le plafond fissuré,
écoutant le son de la pluie frappant le toit. Sa mère dormait à côté, épuisée. Cora se leva doucement, pieds nus, et sortit de la chambre. Elle marcha dans le couloir étroit, monta un escalier de service que les employés utilisaient, et sans savoir exactement pourquoi, se dirigea vers le 2e étage. La maison était sombre. Seule une faible lumière filtrait sous une porte entr'ouverte. Cora s'approcha. Elle entendit une voix. Basse, posée. C'était la voix d'un homme. Elle ne comprenait pas tous les mots, mais elle comprenait le ton. C'était la voix de quelqu'un qui était brisé. Elle resta là, immobile, à écouter. Elle n'entra pas, ne frappa pas. Elle resta juste là, et quand Élie termina sa prière et éteignit la bougie, Cora était déjà retournée dans sa chambre, se couchant à côté de sa mère comme si elle n'en était jamais sortie. Mais quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi. Elle le sentait simplement. Les jours suivants furent une période d'adaptation. Agathe travaillait avec acharnement, nettoyant chaque pièce avec un soin obsessionnel, organisant les livres, dépoussiérant des meubles qui n'avaient probablement pas été touchés depuis des années. Elle évitait Élie autant que possible, mais les rares fois où ils se croisaient dans le couloir, il la saluait d'un bref signe de tête et continuait son chemin. Il n'y avait pas d'hostilité, mais il n'y avait pas de chaleur non plus. Cora, de son côté, explorait. Elle dessinait dans de vieux cahiers qu'Agathe avait trouvés dans une armoire. Elle dessinait des soleils, des oiseaux, des fleurs, des cœurs. Parfois, elle dessinait une maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait toujours des gens se tenant la main. Agathe gardait les dessins avec tendresse mais ne commentait pas. Elle savait que c'était la façon de parler de Cora. Un après-midi, alors qu'Agathe nettoyait la bibliothèque, Cora s'assit par terre avec ses crayons de couleur. Elle commença à dessiner sur le mur. De petits cœurs, des soleils souriants. Agathe faillit crier en voyant cela, mais se retint. « Cora, on ne dessine pas sur le mur, mon amour. Le monsieur va se fâcher. » Mais Cora ne s'arrêta pas. Elle continua, comme si elle accomplissait une mission. Et quand elle eut terminé, elle regarda sa mère avec ses yeux profonds, et Agathe comprit. Elle essayait de guérir cet endroit. Élie ne vit pas les dessins immédiatement, mais il commença à remarquer des changements. Petits, presque imperceptibles. Un vase autrefois vide avait maintenant des fleurs sauvages. La cuisine sentait le gâteau au yaourt. Les vieilles horloges, arrêtées depuis des années, marquaient soudainement la bonne heure. Il ne demanda pas qui avait fait cela. Il observa simplement. Et il observa aussi la fillette. Cora apparaissait parfois, toujours silencieuse, toujours distante, mais toujours présente. Elle ne le regardait pas directement, mais Élie savait qu'elle était là. Il le sentait, et cela le dérangeait. Non pas parce qu'elle était gênante, mais parce qu'elle semblait voir à travers lui. Un vendredi soir, Élie rentra à la maison plus irrité que d'habitude. Il avait reçu un appel de René, son frère, lui demandant de l'argent sous prétexte d'une urgence médicale. Élie savait que c'était un mensonge. Ça l'était toujours. Il raccrocha sans répondre et monta à son bureau plus tôt que d'habitude. Il claqua la porte avec force, un son qui résonna dans tout le manoir. Agathe entendit et se recroquevilla. Madame Irène murmura une prière à voix basse, et Cora, qui était allongée à côté de sa mère, se leva. « Cora, non !» chuchota Agathe en saisissant le bras de sa fille. Mais Cora se dégagea doucement et quitta la chambre. Elle monta les escaliers, marcha dans le couloir sombre et s'arrêta devant la porte du bureau. De l'autre côté, elle entendait la respiration lourde d'Élie. Elle entendait le grincement de la chaise. Elle entendait le silence chargé de douleur. Et alors, Cora s'agenouilla. Elle appuya son front contre la porte, ferma les yeux, et, pour la première fois depuis des mois, sa voix s'éleva, basse, douce, ferme. « Monsieur, je suis venu prier avec vous. » À l'intérieur du bureau, Élie se figea. Ses mains tremblaient sur la Bible ouverte. Son cœur battait la chamade. Il se tourna lentement vers la porte, comme s'il avait entendu un fantôme. « Qui est là ?» demanda-t-il, la voix rauque. « C'est moi, Cora. » Élie ferma les yeux avec force, respira profondément. Et puis, contre toute logique, contre toutes ses règles, il se leva et ouvrit la porte.
La fillette était agenouillée par terre, les mains jointes, les yeux levés vers lui. Il n'y avait aucune peur dans ce regard, juste de la compassion. Avant qu'Élie ne puisse dire quoi que ce soit, Agathe arriva en courant, le visage blême de panique. « Monsieur de Montvert, je vous demande pardon, je ne sais pas comment elle est sortie. Je jure que ça ne se reproduira plus, s'il vous plaît. Ne nous renvoyez pas, s'il vous plaît. » Élie leva la main, la faisant taire. Il regarda Cora, et puis, d'une voix qu'il ne reconnut pas lui-même, il murmura « Elle peut rester. » Agathe cligna des yeux, confuse. « Monsieur ? » « Elle peut rester, » répéta-t-il, « si elle le veut. » Cora sourit, un petit sourire mais sincère. Et puis, avec le naturel de quelqu'un qui avait toujours su que ce moment viendrait, elle entra dans le bureau. Élie retourna à sa place devant l'autel. Cora s'assit à côté de lui, croisant ses petites jambes. Agathe resta sur le seuil, ne sachant que faire, les yeux pleins de larmes. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, Élie de Montvert ne pria pas seule. Cora parla à Dieu comme on parle à un ami. Elle remercia pour sa mère, pour les oiseaux qui chantaient le matin, pour le lit chaud. Et puis, d'une voix douce et ferme, elle dit « Et merci de prendre soin du monsieur triste. Il est très seul. Fais qu'il ne pleure plus tout seul, d'accord ?» Élie sentit quelque chose se briser en lui. Une muraille qu'il avait construite brique par brique pendant des années s'effondra en quelques secondes. Il se couvrit le visage de ses mains et pleura. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré. Il pleura pour Hélène, pour Michel, pour lui-même, pour toutes les années perdues dans le silence et la solitude. Quand il eut fini, Cora toucha sa main. Juste un contact. Et Élie serra cette petite main, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Agathe, toujours sur le seuil, pleurait aussi, mais c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir. Quand Cora et Agathe retournèrent enfin dans leur chambre, Élie resta seul dans le bureau. Mais il ne se sentit pas seul. Pour la première fois, il sentit une présence, une chaleur, quelque chose dont il avait oublié le nom, l'appartenance. Il ouvrit un vieux tiroir et en sortit un carnet en cuir, intact depuis des décennies. C'était un journal qu'Hélène lui avait offert des années auparavant, lui demandant d'y noter ses prières, ses pensées, ses conversations avec Dieu. Élie ne l'avait jamais utilisé. Il trouvait cela inutile, mais maintenant, d'une main tremblante, il ouvrit la première page et écrivit « Aujourd'hui, un enfant m'a appris que la foi n'est pas quelque chose que l'on garde, c'est quelque chose que l'on partage. Merci Seigneur de ne pas avoir renoncé à moi. » Et cette nuit-là, quand il éteignit enfin la lumière et alla se coucher, Élie de Montvert ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Le lendemain matin se leva différemment dans le manoir d'Élie de Montvert. Le soleil réussit à traverser les lourds rideaux de la salle à manger, ce que Madame Irène n'avait pas vu se produire depuis des années. Elle entra dans la pièce en portant le plateau du petit déjeuner et faillit tout laisser tomber, en voyant que les rideaux étaient ouverts, attachés par les cordons dorés auxquels personne n'avait touché depuis l'époque d'Hélène. La lumière entrait généreusement, illuminant la poussière en suspension dans l'air, révélant des détails de la décoration qui avait été oubliée dans l'ombre. Élie était déjà assis à table, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Il n'était pas penché sur les journaux. Il regardait par la fenêtre, observant le jardin abandonné, avec une expression que Madame Irène ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la colère. C'était quelque chose de proche de la contemplation. « Bonjour, monsieur de Montvert », dit-elle en posant le plateau sur la table avec soin. « Bonjour, Irène », répondit-il, sans détourner le regard de la fenêtre. Madame Irène hésita avant de demander « Vous allez bien, monsieur ?» Élie la regarda enfin, et pour la première fois en 15 ans, il esquissa quelque chose qui aurait pu être confondu avec un sourire. Ce n'était pas complet. C'était juste une légère courbure au coin de ses lèvres. Mais c'était là. « Oui, je vais bien », dit-il simplement. Madame Irène sentit son cœur se serrer. Non pas d'inquiétude, d'espoir. Elle hocha la tête et quitta la pièce, mais avant de fermer la porte, elle jeta un coup d'œil en arrière. Élie avait recommencé à observer le jardin, et elle sut à cet instant que quelque chose avait changé, quelque chose de profond.
Dans la petite chambre du fond, Agathe se réveilla en sursaut, réalisant que Cora n'était pas à ses côtés. La panique l'envahit instantanément. Elle se leva d'un bond, regarda sous le lit, ouvrit l'armoire, sortit en courant dans le couloir. « Cora, Cora !» Mais alors, elle entendit un rire, bas, doux, venant du jardin. Agathe courut à la fenêtre et vit sa fille dehors, pieds nus sur l'herbe sèche, accroupie près d'un parterre abandonné. Cora remuait la terre avec ses mains, comme si elle cherchait quelque chose. Agathe descendit en courant, traversa la cuisine et sortit par la porte latérale qui donnait sur l'arrière du manoir. « Cora, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix encore tremblante de peur. Cora leva les yeux, tranquille, et montra ses petites mains sales de terre. Puis elle désigna le parterre. Agathe regarda et vit de petites pousses vertes qui commençaient à poindre entre les pierres et la terre desséchée. C'étaient des fleurs sauvages, résistantes, qui avaient survécu à l'abandon et revenaient maintenant à la vie. « Tu as trouvé des fleurs » murmura Agathe en s'agenouillant à côté de sa fille. Elles étaient là depuis tout ce temps. Cora hocha la tête. Et puis, d'une voix qui semblait encore fragile après si longtemps de silence, elle dit « Elles attendaient ». Agathe sentit ses yeux s'embuer. Elles attendaient quoi, mon amour? Que quelqu'un les voie. Agathe serra sa fille dans ses bras, cachant son visage dans ses cheveux. « Tu es si spéciale, Cora, si spéciale. » Elles restèrent là quelques minutes, mère et fille, accroupies dans le jardin oublié, observant les pousses qui insistaient pour grandir. Et elles ne remarquèrent pas que, de la fenêtre du deuxième étage, Élie observait aussi. Il s'était réveillé plus tôt que d'habitude, encore en train de digérer les événements de la veille. Quand il regarda par la fenêtre et vit la scène dans le jardin, quelque chose en lui bougea. C'était une image simple, une mère et une fille. Mais il y avait tant d'amour dans cette étreinte, tant de vie dans ce moment, qu'Élie sentit une pointe de douleur mêlée à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'envie. Pas une envie amère, une envie nostalgique. La nostalgie d'avoir eu cela, d'avoir été cela. Il s'éloigna de la fenêtre et descendit pour le petit déjeuner. Madame Irène avait déjà tout préparé, baguettes fraîches, beurre, confiture de fraises, café filtre, jus d'orange. Élie mangea en silence, mais cette fois, il ne feuilleta pas les journaux. Il pensait, simplement. Il pensait à Cora. Il pensait au courage de cet enfant de 6 ans qui avait traversé l'obscurité du manoir pour offrir sa compagnie à un étranger qui ne l'avait jamais demandé. Il pensait à la pureté de ce geste, et il pensait à la façon dont lui, un homme adulte, bâtisseur d'empire, contrôleur de fortune, avait oublié quelque chose de si fondamental. Personne n'est fait pour vivre seul. Quand il eut fini son café, Élie fit quelque chose d'inhabituel. Il alla à la cuisine. Madame Irène faillit laisser tomber sa casserole en le voyant entrer. « Monsieur de Montvert, vous avez besoin de quelque chose? Je vous l'apporte. »« Pas la peine, Irène. Je suis juste venu vous prévenir que je sortirai plus tard aujourd'hui, et je veux que vous prépariez une chambre au 2e étage. » Madame Irène cligna des yeux, confuse. « Une chambre, monsieur? »« Oui, la chambre à côté de la bibliothèque. Je veux que vous la nettoyiez, que vous l'arrangiez, que vous mettiez des draps propres, des serviettes. Préparez-la comme si vous deviez recevoir quelqu'un d'important. Vous attendez de la visite? » Élie hésita. « Disons que oui. Et Irène, je veux que vous demandiez à Agathe d'amener sa fille à la bibliothèque après le déjeuner. J'ai besoin de leur parler. » Madame Irène ouvrit la bouche, mais ne put formuler aucun mot. Elle hocha simplement la tête. Élie quitta la cuisine, prit les clés de sa voiture et partit, laissant l'employé complètement perplexe. Agathe reçut le message, le cœur battant. Que voulait Élie? Avait-il regretté d'avoir permis à Cora de prier avec lui? Allait-elle être renvoyée? Elle passa toute la matinée à essayer de se calmer, nettoyant les mêmes meubles 3 fois, réorganisant des livres qui étaient déjà parfaitement alignés. Cora, en revanche, semblait tranquille. Elle continuait de dessiner, cette fois dans un cahier neuf que Madame Irène lui avait donné. Elle dessinait une maison, et à l'intérieur de la maison, 3 personnes se tenant la main. Quand l'horloge sonna 14 heures, Agathe prit Cora par la main et monta à la bibliothèque. La porte était entr'ouverte.
Elle frappa légèrement. « Monsieur de Montverte ?»« Entrez !» répondit sa voix de l'intérieur. Agathe poussa la porte et trouva Élie assis dans un fauteuil en cuir, près de la fenêtre. Il ne portait pas de costume. Il portait une simple chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude et un pantalon sombre. Il paraissait plus jeune ainsi, plus humain. « Asseyez-vous » dit-il en désignant le canapé voisin. Agathe s'assit sur le bord du canapé, raide, tenant fermement la main de Cora. Cora, cependant, était détendue, observant Élie avec ses yeux profonds et curieux. « Je vous ai demandé de venir parce que j'ai besoin de parler de ce qui s'est passé hier soir, » commença Élie, la voix contrôlée mais douce. Agathe déglutit, se préparant au pire. « Monsieur, je vous présente à nouveau mes excuses. J'aurais dû mieux surveiller Cora. Je n'aurais pas dû la laisser monter. Je comprends si vous voulez que nous partions. Je demande juste un peu de temps pour trouver un autre endroit. »« Agathe, » l'interrompit Élie, « je ne veux pas que vous partiez. » Agathe s'arrêta, bouche bée. « Vous ne voulez pas ?»« Non. En fait, je veux que vous restiez, et je veux que vous emménagiez au 2e étage. » Le silence qui suivit fut si profond qu'Agathe fut certaine d'avoir mal entendu. « Le 2e étage ? Oui, j'ai préparé une chambre à côté de la bibliothèque. Elle est plus grande, elle a un lit double, une salle de bain privée, une fenêtre avec vue sur le jardin. Vous y serez plus à l'aise. » Agathe n'arrivait pas à y croire. « Mais monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi ?» Élie regarda Cora. La fillette lui sourit. Et lui, pour la 2e fois cette semaine-là, esquissa un sourire en retour, petit, hésitant, mais réel. « Parce qu'hier soir, votre fille m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Elle m'a rappelé que la foi n'est pas quelque chose que l'on garde en secret. C'est quelque chose que l'on partage. Et j'ai passé bien trop d'années enfermé dans cette maison, à prier seul en croyant que cela me rendait fort. Mais cela m'a seulement rendu vide. » Il fit une pause, respirant profondément. « Je ne connais pas grand-chose aux enfants. Je ne sais pas comment agir, quoi dire, mais je sais que Cora a quelque chose de spécial. Et je sais que vous méritez mieux qu'une petite chambre au fond. » Agathe sentit les larmes couler librement. « Monsieur de Montvert, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Acceptez, simplement. » Agathe regarda Cora, qui était déjà debout, explorant la bibliothèque comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit. Elle touchait les livres avec délicatesse, passait ses doigts sur les vieilles reliures, souriait aux couvertures illustrées. « J'accepte, » murmura Agathe, « et merci. Merci beaucoup. » Élie hocha la tête, gêné par l'émotion. « Madame Irène vous aidera à vous installer. Et Agathe, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous et Cora pouvez circuler librement dans la maison. Toutes les pièces, y compris ici. » Agathe n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Elle se leva, hésita, puis, sans trop réfléchir, tendit la main à Élie. Il regarda sa main surpris, mais la serra. C'était un geste simple, mais il signifiait tout. Cet après-midi-là, Agathe et Cora emménagèrent au 2e étage. La chambre était plus grande que n'importe quel endroit où Agathe avait jamais vécu. Il y avait un lit immense, couvert de draps, blancs et doux, une armoire en bois massif, un bureau près de la fenêtre et une salle de bain complète avec une baignoire. Cora courut dans la pièce, riant, touchant tout de ses mains, émerveillée. « Maman, regarde, il y a une baignoire !» cria-t-elle, et Agathe rit. Il était si rare d'entendre la voix de Cora que chaque mot semblait un cadeau. « Oui, mon amour, tu peux prendre des bains maintenant. » Cora apparut à la porte de la salle de bain, les yeux brillants. « On va vraiment habiter ici ?»« Oui, si tu le veux. »« Je le veux. Et le monsieur triste, il va habiter ici aussi ?» Agathe sourit. « Il habite déjà ici, Cora. C'est sa maison. Alors on va être comme une famille ?» Agathe sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas, mon amour. Mais on va être des amis, ça je le sais. » Cora parut satisfaite de la réponse. Elle retourna explorer la chambre, ouvrant les tiroirs, regardant par la fenêtre, découvrant chaque recoin. Agathe s'assit sur le lit et regarda autour d'elle, essayant encore de croire que c'était réel. Elle était arrivée dans ce manoir en espérant seulement un toit et un salaire, mais elle recevait bien plus. Elle recevait de la dignité,
du respect et, peut-être, une seconde chance. Dans les jours qui suivirent, la dynamique de la maison changea complètement. Cora se mit à circuler librement dans les couloirs, toujours silencieuse, toujours observatrice. Elle découvrit la salle de musique où se trouvait un piano à queue recouvert d'un drap blanc. Elle découvrit le salon avec ses immenses fauteuils et une cheminée qui n'avait pas été allumée depuis des années. Elle découvrit la véranda arrière, avec vue sur un lac artificiel rempli de feuilles mortes. Et à chaque endroit où elle passait, elle laissait sa marque. Un dessin sur le mur, une fleur dans un vase, un sourire pour quiconque croisait son chemin. Élie commença à le remarquer, et il commença à attendre les moments où la petite Cora apparaissait, attendre le son de ses petits pas nus dans le couloir, attendre les dessins qui surgissaient mystérieusement dans des endroits inattendus. Il ne commentait pas, mais il gardait chaque détail, chaque souvenir. Et chaque soir, il notait dans son journal de prière. Aujourd'hui, Cora a dessiné un soleil sur le miroir du couloir. J'ai utilisé un mouchoir pour ne pas l'effacer. Je ne sais pas pourquoi je garde ces choses. Peut-être parce qu'elles me rappellent qu'il y a encore de la lumière. Aujourd'hui, elle a apporté des fleurs du jardin et les a mises sur la table de la salle à manger. Madame Irène a demandé si elle pouvait les enlever. J'ai dit non. Je veux qu'elles restent. Aujourd'hui, elle m'a vu pleurer dans le bureau. Elle n'est pas entrée. Elle est juste restée de l'autre côté qu'à la porte jusqu'à ce que je m'arrête. Quand je suis sorti, elle était partie, mais elle avait laissé un dessin par terre. C'était une personne entourée d'elle. Je ne sais pas si c'était un ange, mais je me suis senti protégé. Les prières nocturnes changèrent aussi. Cora se mit à l'accompagner presque tous les soirs. Elle ne demandait pas la permission. Elle apparaissait, s'agenouillait à côté de lui et priait. Et ses prières étaient toujours les mêmes, remercier pour les petites choses et demander que Dieu prenne soin des gens qu'elle aimait, y compris le monsieur triste. Élie remarqua que peu à peu le surnom changeait. Dans l'une de ses prières, Cora l'appela Monsieur Élie, puis simplement Élie. Et finalement, un soir, elle dit « Merci de prendre soin de nous, tonton Élie ». Élie sentit à nouveau quelque chose se briser en lui, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était de la chaleur, c'était de l'appartenance. Il regarda la fillette qui le fixait de ses yeux purs et murmura « Merci de me laisser faire partie de ça ». Agathe, de son côté, commença à sentir chez elle. Elle travaillait toujours, nettoyait toujours, organisait toujours, mais maintenant elle le faisait avec légèreté. Elle se mit à parler davantage avec Madame Irène, partageant des histoires, des rires, des recettes. Elle commença à s'occuper du jardin, arrachant les mauvaises herbes, arrosant les plantes qui résistaient encore, plantant de nouvelles graines. Et elle commença à observer Élie avec moins de peur et plus de curiosité. Il n'était pas l'homme froid et distant qu'elle imaginait. Il était juste quelqu'un qui avait oublié comment se connecter. Quelqu'un qui avait tant perdu qu'il avait construit des murs pour ne plus rien perdre. Mais Cora était en train de faire tomber ces murs, brique par brique, sourire par sourire, prière par prière. Un après-midi, Agathe trouva Élie dans la bibliothèque, feuilletant un vieil album de photos. Elle hésita sur le seuil, ne sachant si elle devait entrer ou non. Mais il la vit et lui fit signe d'approcher. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur, dit-elle. Vous ne dérangez pas, asseyez-vous. » Agathe s'assit dans le fauteuil en face de lui, les mains sur les genoux. Élie ferma l'album, mais ne le rangea pas. « Vous êtes curieuse ?» demanda-t-il, en désignant l'album. Agathe rougit. « Je ne veux pas être indiscrète. Ce n'est pas de l'indiscrétion si je vous le propose. » Il ouvrit à nouveau l'album et le tourna pour qu'elle puisse voir. La photo montrait une belle femme, au large sourire, à côté d'un garçon blond aux yeux clairs. C'était ma femme, Hélène, et c'était mon fils, Michel. Agathe regarda la photo avec respect. « Ils sont magnifiques. »« Ils l'étaient, » corrigea Élie, la voix basse. « Ils sont partis il y a 12 ans, accident de voiture. »« Je suis désolé. » Élie hocha la tête. « Moi aussi. Pendant longtemps, je n'ai ressenti que ça, de la pitié, de la colère, de la culpabilité. J'ai construit cette maison comme un mausolée. J'ai enfermé tout ce qui me rappelait à eux. Je pensais que la douleur passerait ainsi, mais elle n'a fait qu'empirer. » Agathe ne savait que dire. Elle écoutait simplement. Et puis Cora est arrivée,
continua Élie, un léger sourire aux lèvres, et elle n'a respecté aucune de mes règles, elle n'a pas respecté le silence, elle n'a pas respecté la distance. Elle est juste entrée, et elle m'a forcé à ressentir à nouveau. Elle a ce don, dit doucement Agathe, depuis qu'elle est toute petite. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Vous devez être très fier d'elle. Je le suis, chaque jour. Élie regarda Agathe avec attention. Et son père? Cela vous dérange d'en parler? Agathe respira profondément. Il est parti il y a quelques mois. C'était un homme bon, travailleur, gentil. Mais la vie n'a pas été généreuse avec lui. Il est tombé malade. Et il n'a pas résisté. Elle essuya une larme discrète. Cora a cessé de parler après ça. Les médecins ont dit que c'était psychologique, qu'elle avait besoin de temps. Mais elle a recommencé à parler. Oui, ici, avec vous. Élie resta silencieux, digérant l'information. Vous savez, Agathe, je n'ai plus de famille. Mes parents sont partis il y a longtemps. Mes frères m'ont trahi et je ne les ai plus jamais regardés. J'ai passé des années à croire que c'était mieux ainsi, que je n'avais besoin de personne, mais j'avais tort. Il la regarda avec sincérité. Merci d'avoir frappé à ma porte ce jour-là. Agathe sourit, les yeux humides. Merci de l'avoir ouverte. Ils restèrent là dans un silence confortable, jusqu'à ce que Cora apparaisse à la porte, tenant un grand livre. « Tonton Élie, tu peux me lire cette histoire ?» Élie regarda le livre. C'était un vieil exemplaire de conte de fées, avec des illustrations colorées. Il n'avait pas lu ce genre de choses depuis des décennies. Mais quand il regarda Cora, il vit l'attente dans ses yeux, et il ne put refuser. « Bien sûr, viens ici. » Cora courut et sauta sur le canapé à côté de lui, se blottissant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Élie ouvrit le livre et commença à lire. Sa voix, normalement grave et contrôlée, prit des tons différents pour chaque personnage. Cora riait. Agathe observait, le cœur rempli. Et cet après-midi-là, pour la première fois en 12 ans, la bibliothèque du manoir d'Élie de Montvert résonna à nouveau du son des histoires racontées et des rires partagés. La vie enfin revenait. Les semaines suivantes apportèrent une transformation visible au manoir. Le jardin, autrefois un cimetière de plantes sèches et d'abandon, exhibait désormais des parterres organisés, des fleurs colorées et même un petit potager qu'Agathe avait commencé avec l'aide de Cora. La fillette insistait pour planter des tournesols, disant qu'ils étaient comme des soleils qui poussèrent de la terre. Élie observait de loin, des fenêtres du 2e étage, et sentait quelque chose d'étrange grandir en lui, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, mais qui le réchauffait de l'intérieur. La maison aussi changea. Les vieilles horloges qui s'étaient arrêtées dans le temps en même temps que la vie d'Élie se remirent à fonctionner. Madame, Irène engagea un horloger pour les réparer, et maintenant le tic-tac constant remplissait les couloirs, marquant le temps qui reprenait enfin son cours. La cuisine avait pris vie, Agathe préparant des recettes que sa grand-mère lui avait apprises, remplissant le manoir d'arômes de pain maison, de gâteaux à la carotte et de riz au lait. Élie, qui avait toujours mangé seule, commença à dîner en compagnie d'Agathe et de Cora. Pas tous les soirs, mais certains. Et ceux-ci devinrent ses soirs préférés. Cora continuait de dessiner. Ses œuvres occupaient maintenant les murs de sa chambre, du couloir et même de la bibliothèque. Élie ne les faisait pas effacer. Au contraire, il regardait ses dessins simples de soleil, de cœur et de famille, se tenant la main, et sentait qu'il guérissait quelque chose en lui qui était brisé depuis longtemps. Le journal de prière s'épaissit également. Élie se mit à écrire quotidiennement, notant non seulement ses conversations avec Dieu, mais aussi de petits moments du quotidien. Aujourd'hui, Cora m'a appris à planter des graines. Elle a dit qu'il faut avoir la foi qu'elles vont pousser, même quand on ne voit encore rien. Aujourd'hui, Agathe a préparé un gâteau, au yaourt. Je me suis souvenu de quand ma mère en faisait. J'ai pleuré, mais c'était un bon pleur. Aujourd'hui, nous avons prié ensemble pour la première fois dans la salle à manger. Pas dans le bureau, pas en cachette, là, à table, avant le dîner. Et je me suis senti en paix. Mais la paix, comme Élie allait bientôt le découvrir, est toujours fragile quand le passé décide de revenir. Ce fut un jeudi matin que le téléphone du manoir sonna. Madame Irène répondit dans la cuisine et devint blême en entendant la voix à l'autre, bout du fil. « Bonjour, c'est René de Montvert. J'aimerais parler à mon frère. »
René. Le nom qu'Élie n'avait pas entendu prononcer à voix haute depuis près de 10 ans. Le frère qui avait tenté de lui prendre son entreprise, qui avait falsifié des documents, qui avait répandu des mensonges sur sa santé mentale après la perte d'Hélène et de Michel. Le frère qu'Élie avait rayé de sa vie sans un regard en arrière. « Un instant, monsieur René, » dit madame Irène, la voix tremblante. Elle couvrit le téléphone de sa main et courut jusqu'au bureau d'Élie, où il examinait des feuilles de calcul financières. « Monsieur de Montvert, vous avez un appel. C'est monsieur René. » Élie se figea. Ses doigts s'immobilisèrent sur le clavier de l'ordinateur. Il se tourna lentement vers madame Irène. « René ?»« Oui, monsieur. » « Il est en ligne. » Élie respira profondément. Un instant, il songea à dire qu'il n'était pas là. Mais il se souvint alors de quelque chose que Cora avait dit lors d'une de leurs prières. « Dieu, aide les gens qui sont méchants à redevenir bons. » Peut-être, pensa Élie, peut-être son frère voulait-il se racheter. Peut-être y avait-il une chance de réconciliation. « Passez-moi l'appel ici, » dit-il. Madame Irène hocha la tête et retourna en courant à la cuisine. Quelques secondes plus tard, le téléphone du bureau sonna. Élie décrocha. « Allô ? Élie, mon frère, ça fait si longtemps. » La voix de René était trop joyeuse, trop forcée. « René, que veux-tu ? » ?»« Ah, Élie, toujours si direct. Je ne peux pas simplement appeler pour savoir comment tu vas. »« Tu peux, mais tu ne l'as jamais fait auparavant, alors je vais te reposer. » La question. « Que veux-tu » Il y eut une pause. Quand René reprit la parole, le ton était différent, plus sérieux. « Très bien. Je vais être direct aussi. J'ai appris que tu avais changé. Plus ouvert, plus humain, disons. » Élie fronça les sourcils. « Qui t'a dit ça ? » ?»« Peu importe. Ce qui importe, c'est que je suis heureux pour toi. Sincèrement. Et j'ai pensé que c'était peut-être le bon moment pour qu'on discute, pour qu'on arrange les choses entre nous. Il n'y a rien à arranger, René. Tu as fait ton choix. Il y a 10 ans. Je sais. Et je le regrette chaque jour. Élie, j'étais désespéré. L'entreprise grandissait trop vite. J'ai cru que tu ne pourrais pas gérer seul après avoir perdu Hélène et Michel. J'ai cru que je te protégeais. Me protéger ? Élie laissa échapper un rire amer. Tu as essayé de me faire déclarer incapable. Tu as essayé de prendre ce que j'ai construit. Ce n'est pas de la protection. C'est de la trahison. Je sais. Et j'ai eu tort. Profondément. Mais ça fait 10 ans, Élie. 10 ans. J'ai changé. Et d'après ce que j'ai entendu, toi aussi. Ne pouvons-nous pas essayer de recommencer ? Élie se frotta le visage avec sa main libre. Il voulait y croire. Il voulait penser que les gens pouvaient changer, que les familles pouvaient se reconnecter. Mais la blessure était profonde. « Que veux-tu exactement, René ?»« Je veux te voir. En personne. Je serai à Paris la semaine prochaine. On pourrait déjeuner ? Juste nous deux. Parler comme des frères. » Élie hésita. Chaque instinct lui disait de refuser. Mais il pensa alors à Cora, à Agathe, à la façon dont elles étaient arrivées quand il s'y attendait le moins et avaient tout transformé. Peut-être devait-il leur donner une chance. Peut-être était-ce ce que Dieu voulait. D'accord, mais pas ici. Dans un restaurant neutre. Parfait. Que dirais-tu de mercredi prochain à midi, dans cet Italien de l'avenue Montaigne ? Ça me va. Excellent. À bientôt, mon frère. Et Élie, merci, vraiment. L'appel se termina. Élie resta assis en silence, le téléphone encore à la main, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Une partie de lui était pleine d'espoir. Une autre, celle qui avait appris à se méfier de tout le monde, était en alerte. Il ne parla à personne de l'appel, pas immédiatement. Mais ce soir-là, pendant la prière avec Cora, il demanda la sagesse, il demanda le discernement. Et il demanda que Dieu le protège d'être à nouveau trompé. Cora, à côté de lui, fit sa prière avec sa simplicité habituelle. « Dieu, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour maman, pour tonton Élie, pour madame Irène, pour les tournesols qui poussent. Et s'il te plaît, prends soin des gens qui sont en colère ou qui ont peur. Aide-les à devenir meilleurs. » Élie la regarda, admiratif. Comment cette enfant pouvait-elle être si pure? Comment pouvait-elle voir de la bonté même là où il n'y en avait pas? Les jours suivants, Élie fut plus silencieux. Agathe remarqua le changement.
Il se referma un peu, passa plus de temps seul dans son bureau, mangea en silence. Elle ne posa pas de questions. Elle observa, simplement. Et elle pria. Pria pour que ce qui dérangeait Élie passe rapidement. Cora le remarqua aussi. Un après-midi, elle trouva Élie assis dans le jardin, regardant le lac sans vraiment rien voir. Elle s'approcha en silence et s'assit à côté de lui sur l'herbe. « Tonton Élie, tu es de nouveau triste ?» Élie la regarda, surpris. « Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce que tu ne souris pas. » Et tu avais commencé à sourire. Élie sentit son cœur se serrer. « Désolé, Cora. Je pense juste à certaines choses. »« Des choses mauvaises ?»« Je ne sais pas encore. »« Peut-être. » Cora prit sa main. « Tu sais ce que ma mère dit toujours, que quand on a peur, il faut se souvenir des bonnes choses. Comme ça, la peur devient plus petite. » Élie sourit légèrement. « Ta mère est sage. »« Oui, et toi aussi. Alors tu sauras quoi faire. » Élie serra sa petite main. « Merci, Cora. » Ils restèrent là un moment, en silence, sentant simplement le vent et observant les nuages. Et Élie réalisa que, malgré ses inquiétudes, il y avait encore la paix. Il y avait encore la lumière. Et c'était suffisant. Le mercredi arriva trop vite. Élie enfila l'un de ses plus beaux costumes, se peigna soigneusement et se rendit au restaurant italien. Il arriva avec 10 minutes d'avance et demanda une table discrète dans un coin, loin des regards curieux. René arriva ponctuellement à midi, vêtu d'un costume cher, les cheveux sombres peignés en arrière, un large sourire aux lèvres. « Élie » dit-il en tendant la main. Élie la serra, mais sans enthousiasme. Ils s'assirent, commandèrent du vin, puis à manger. La conversation commença de manière superficielle. René parla de son travail, de sa femme, des enfants qu'Élie n'avait jamais connus. Élie répondait par monosyllabes, toujours prudent. Ce n'est qu'au milieu du déjeuner que René en vint. « Enfin, au fait, Élie, je sais que tu ne me fais pas confiance, et je comprends, mais j'ai besoin que tu saches que j'ai vraiment changé, et l'une des choses que j'ai apprises, c'est l'importance de la famille. C'est pourquoi je veux te faire une invitation. » « Quel genre d'invitation ? » « Auguste et moi organisons un dîner, une réunion de famille. Il veut aussi se réconcilier avec toi. Nous voulons que tu viennes, que tu rencontres nos enfants, que nous puissions enfin redevenir des frères. » Élie posa sa fourchette dans son assiette, sa méfiance grandissant. « Auguste le veut aussi ? » ?»« Oui, il a changé autant que moi. Élie, nous avons eu tort, profondément. Mais tu ne peux pas nous punir pour le reste de ta vie. » « Je ne punis personne, je me protège, c'est tout. »« De quoi ? De nous ? Nous sommes tes frères, nous sommes ta seule famille. »« Non, vous ne l'êtes pas. » Les mots sortirent avant qu'Élie ne puisse les contrôler. René cligna des yeux, confus. « Comment ça ?» Élie respira profondément. « J'ai une famille maintenant. Pas de sang, mais de choix. Et ils me traitent mieux que vous ne l'avez jamais fait. » Le visage de René devint rouge. « Tu parles de cette bonne et de sa fille ?» Élie sentit la colère monter. « Comment sais-tu pour elle ? J'ai mes contacts. Et Élie, pour l'amour de Dieu, tu te fais avoir. Cette femme profite de toi, c'est évident. Elle a vu un homme riche, solitaire, vulnérable, et elle est entrée dans ta vie avec un enfant pour manipuler tes sentiments. Sors d'ici. » La voix d'Élie était basse mais dangereuse. « Élie, écoute. J'ai dit, sors d'ici, maintenant. » René se leva, les mains en l'air en signe de reddition. « D'accord, j'y vais. Mais pense à ce que je t'ai dit. Ces gens ne sont pas ta famille. Nous, si. » Il partit, laissant Élie seule à table. Élie paya l'addition et rentra chez lui en silence, la colère bouillonnant en lui. Comment René osait-il juger Agathe et Cora ? Comment osait-il remettre en question la seule bonne chose qui lui soit arrivée depuis des années ? Quand il arriva au manoir, Agathe était dans le jardin avec Cora. En voyant Élie sortir de la voiture avec cette expression fermée, elle sut que quelque chose n'allait pas. « Monsieur de Montvert, tout va bien. » Élie s'arrêta, la regarda, puis regarda Cora, qui arrosait les tournesols avec un petit arrosoir, et quelque chose en lui céda. « Non, ça ne va pas. Mais ça va aller. » Ce soir-là, Élie raconta tout à Agathe. L'appel de René, le déjeuner,
les accusations. Agathe écouta en silence, le visage de plus en plus pâle. « Monsieur de Montvert, si vous pensez que nous profitons de vous, nous pouvons partir. Je n'ai jamais voulu... » Non. Élie l'interrompit. « Vous n'irez nulle part. René a tort, complètement tort. Vous n'êtes pas ici par intérêt. Vous êtes ici parce que Dieu l'a voulu. Et je ne laisserai personne gâcher ça. » Agathe sentit ses yeux s'embuer. « Merci. » « Non. Merci à vous, de m'avoir rappelé qu'il y a encore de la bonté dans le monde. » Mais la paix fut de courte durée. 2 jours plus tard, René appela de nouveau. Cette fois, le ton était différent, plus froid. « Élie, j'ai essayé d'être civilisé, j'ai essayé de te prévenir, mais tu n'as pas voulu écouter. Alors maintenant, je vais devoir prendre des mesures. » « Quelles mesures ? » « J'ai engagé un détective. Et j'ai découvert des choses intéressantes sur ta petite bonne. Savais-tu qu'elle a d'énormes dettes, que son mari l'a laissée dans la misère? Elle est désespérée, Élie, et tu es la solution parfaite. Tu délires. Vraiment? Alors explique pourquoi elle a utilisé sa fille pour te manipuler émotionnellement. Toute cette scène de prière partagée, c'était répété. La petite n'était même pas vraiment muette. C'était du théâtre. Élie sentit son sang se glacer. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, je sais. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras par tout perdre. Encore une fois. » L'appel se termina. Élie resta immobile, le téléphone à la main, le cœur battant la chamade. Il ne croyait pas René. Il ne pouvait pas le croire. Mais la graine du doute avait été plantée. Et les doutes, Élie le savait, pouvaient tout détruire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Élie pria, seul, non pas que Cora ne soit pas venue, mais parce qu'il lui avait demandé de ne pas venir. Il lui dit qu'il avait besoin de temps. Cora accepta, mais ses yeux étaient tristes. Agathe remarqua immédiatement le changement. Élie se referma de nouveau. Il recommença à manger seul, il recommença à éviter le contact, et elle sut que quelque chose n'allait vraiment pas. C'est Madame Irène qui le lui dit. Il y a des gens qui fouinent dans sa vie, Agathe, ses frères. Ils n'ont jamais accepté qu'il coupe les ponts. Et maintenant qu'ils voient qu'il est de nouveau heureux, ils essaient de tout gâcher. Agathe sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que je dois faire, Madame Irène ?»« Tu pries, ma petite, et tu as confiance. La vérité finit toujours par éclater. » Mais Agathe avait peur. Peur de perdre le seul endroit où elle s'était sentie en sécurité. Peur que Cora perde l'homme qu'elle avait commencé à aimer comme un grand-père. Peur que tout s'effondre. Et puis, un dimanche matin, tout empira. René et Auguste se présentèrent à la porte du manoir, sans prévenir, accompagnés d'une avocate. Madame Irène tenta de les en empêcher, mais ils insistèrent. « Nous avons le droit de voir notre frère, et nous avons des preuves qu'il est manipulé. » Élie descendit, furieux. « Qu'est-ce que vous faites ici? »« Nous sommes venus te sauver, mon frère, » dit Auguste, la voix traînante. « Et nous avons des preuves. » L'avocate ouvrit un dossier et en sortit des documents. « Monsieur de Montvert, nous avons mené une enquête sur Madame Agathe Lancaster, et nous avons découvert qu'elle a un historique de dettes, de poursuites judiciaires, et qu'elle était dans une situation de désespoir financier quand elle a frappé à votre porte. De plus, nous avons trouvé des preuves que la fillette n'est pas muette. Elle ne l'a jamais été. C'était une farce. » Élie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelle preuve! L'avocate lui tendit des rapports médicaux, des documents, des enregistrements. Élie les feuilleta, le cœur battant à tout rompre. C'était vrai. Cora n'avait aucun diagnostic de mutisme. Les médecins avaient dit que c'était psychologique, mais qu'elle pouvait parler parfaitement. « Ça ne prouve rien, » dit-il, la voix tremblante. « Ça prouve qu'elle a utilisé sa fille pour... »« Te manipuler, » dit René, « et nous n'allons pas le permettre. Soit tu renvoies cette femme maintenant, soit nous allons en justice. Nous prouverons que tu te fais avoir, que tu n'es pas en pleine possession de tes moyens, et nous prendrons le contrôle de l'entreprise. De nouveau. » Élie regarda ses frères, et il vit ce qui avait toujours été là, la cupidité, l'envie, la méchanceté. Ils n'essayaient pas de le protéger, ils essayaient de le détruire. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une petite voix résonna dans la pièce. « Vous mentez. » Tout le monde se retourna. Cora était en haut de l'escalier, tenant la main d'Agathe. Ses yeux étaient pleins de larmes,
mais sa voix était ferme. « Je n'ai jamais menti à tonton Élie. Jamais. Et ma mère non plus. On est venus ici parce qu'on en avait besoin, mais on est resté parce qu'on s'aime, et ça ce n'est pas un mensonge. » René rit. Vous voyez, la petite parle parfaitement, du théâtre. Mais Élie n'écoutait pas René. Il regardait Cora, et il vit la vérité dans ses yeux. Il vit l'amour, il vit la pureté, il vit tout ce qui comptait. Il se tourna vers ses frères et dit, de la voix la plus ferme qu'il ait jamais utilisée, « Sortez de ma maison, maintenant. » Élie, j'ai dit, « Sortez, et ne revenez jamais. Vous n'êtes pas ma famille, vous ne l'avez jamais été. » René et Auguste restèrent sous le choc. L'avocate tenta d'argumenter, mais Élie était déjà en train d'appeler son propre avocat, maître Tavares, lui demandant de venir immédiatement et de poursuivre ses frères pour violation de domicile, diffamation et harcèlement. Les trois sortirent, furieux, promettant de se venger. Mais Élie s'en moquait. Il regarda Cora et Agathe toujours en haut de l'escalier et ouvrit les bras. « Venez ici. » Elles descendirent en courant. Et là, dans le salon principal du manoir, les trois s'étreignirent, pleurèrent et prièrent ensemble. Et Élie sut, avec une certitude absolue, qu'il avait fait le bon choix. La famille, ce n'était pas le sang. C'était l'amour. C'était un choix. C'était la foi partagée. Et il avait enfin cela. Les jours qui suivirent la confrontation avec René et Auguste apportèrent une tension silencieuse au manoir. Élie avait pris sa décision et chassé ses frères, mais la graine du doute plantée par eux germait encore dans un coin sombre de son esprit. Non qu'il doutât d'Agathe ou de Cora, il savait au fond de son cœur qu'elles étaient sincères. Mais les mots de René résonnaient, créant un malaise qu'il ne parvenait pas à ignorer complètement. Agathe perçut le changement. Élie redevint gentil, mais il y avait une nouvelle distance dans ses yeux. Il ne participait plus au dîner avec la même légèreté. Il souriait moins. Et, bien qu'il priât encore avec Cora tous les soirs, il y avait un mur invisible qui n'existait pas auparavant. Un mardi après-midi pluvieux, alors qu'elle organisait la bibliothèque, Agathe trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. C'était une vieille enveloppe, jaunie par le temps, cachée entre les pages d'un gros livre sur l'histoire de France. L'enveloppe n'avait pas d'expéditeur, seulement le nom Hélène, écrit de la belle écriture d'Élie. Agathe hésita. Elle savait qu'elle ne devrait pas l'ouvrir. C'était personnel, intime. Mais quelque chose en elle insistait pour qu'elle le fasse. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre, datée de 15 ans plus tôt. Elle était d'Élie à Hélène, écrite peu avant leur mariage. Agathe commença à lire et sentit ses yeux s'embuer à chaque ligne. Élie parlait de ses peurs, de ses insécurités, de sa crainte de ne pas être assez bien. Il parlait de la façon dont ses frères l'avaient toujours fait se sentir inférieur, avaient toujours essayé de l'éclipser, avaient toujours douté de ses capacités. Et il parlait de la façon dont Hélène était la seule personne qui lui donnait le sentiment qu'il comptait, qu'il était suffisant, qu'il était aimé sans condition. Agathe plia la lettre avec soin et la remit dans l'enveloppe. Maintenant, elle comprenait. Elle comprenait pourquoi Élie s'était tant refermé après la perte d'Hélène. Elle comprenait pourquoi la trahison de ses frères avait été si dévastatrice. Elle comprenait pourquoi il avait si peur de faire confiance à nouveau. Elle devait faire quelque chose. Elle devait montrer à Élie qu'il n'était pas seul, qu'il ne le serait plus jamais. Ce soir-là, après que Cora se fut endormie, Agathe frappa à la porte du bureau d'Élie. Il était assis devant l'autel, mais il ne priait pas. Il regardait simplement la croix en bois avec une expression vide. « Monsieur de Montvert, puis-je entrer ?» Il se retourna surpris. « Bien sûr, entrez. » Agathe entra et ferma la porte derrière elle. Elle resta debout un instant, rassemblant son courage, puis dit « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Élie fronça les sourcils. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, enfin si, mais pas comme vous le pensez. » Elle respira profondément. « J'ai trouvé une lettre aujourd'hui, une lettre de vous à Hélène. Je sais que je n'aurais pas dû la lire, mais je l'ai fait. Et maintenant je comprends. » Élie se raidit. « Vous comprenez quoi? Pourquoi vous avez si peur? Pourquoi il vous est si difficile de faire confiance? Pourquoi vos frères arrivent à vous troubler à ce point ?» Agathe fit un pas en avant. « Monsieur de Montvert,
Je sais que vous avez peur que nous soyons ici par intérêt. Je sais que vos frères vous ont mis cette idée en tête. Et je comprends. Après tout ce que vous avez traversé, je comprends. Agathe, je ne pense pas... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Elle s'assit sur la chaise en face de lui, les mains croisées sur les genoux. Je vais être complètement honnête avec vous. C'est vrai que j'étais désespéré quand j'ai frappé à votre porte. C'est vrai que j'avais des dettes, que je n'avais nulle part où aller, que j'avais besoin d'un emploi, d'un toit, d'une chance. Tout cela est vrai. Élie l'observa en silence, le visage indéchiffrable. Mais il est également vrai que je n'ai jamais, pas une seule seconde, pensé à vous tromper. Je n'ai jamais utilisé Cora pour manipuler quoi que ce soit. Elle a cessé de parler parce que son père est parti et qu'elle ne savait pas comment gérer sa douleur. Elle a recommencé à parler ici parce que vous l'avez fait se sentir en sécurité. Parce que vous, même sans vous en rendre compte, vous lui avez donné quelque chose qu'elle avait perdu, une figure paternelle, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Agathe essuya une larme qui coulait. Et je sais que vous ne me devez rien, que vous pouvez nous renvoyer à tout moment. Mais j'ai besoin que vous sachiez que, pour moi et pour Cora, vous n'êtes pas un patron. Vous êtes de la famille, une vraie famille, du genre qu'on choisit, du genre qu'on aime. Le silence qui suivit fut dense. Élie regardait Agathe avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il lisait son âme. Et puis, enfin, il parla. « Je sais. » Agathe cligna des yeux, confuse. « Vous savez, je sais que vous n'êtes pas ici par intérêt, je l'ai toujours su. Mais mes frères, ils me retournent la tête. Ils savent exactement où appuyer pour me faire douter de tout. Et je déteste ça. Je déteste qu'ils aient encore ce pouvoir sur moi. Alors pourquoi les laissez-vous faire ?» Élie soupira, se frottant le visage avec ses mains. « Parce qu'au fond, Agathe, j'ai encore peur. Peur d'être à nouveau trompée. Peur de perdre à nouveau. Peur de faire confiance et de découvrir que j'avais tort. » Il la regarda avec des yeux fatigués. « J'ai tant perdu. Ma femme, mon fils, ma famille, ma foi en les gens. Et quand vous et Cora êtes apparus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Mais l'espoir est dangereux, Agathe. Parce que quand on espère, on peut être déçu. » Agathe se leva, marcha vers lui et s'agenouilla à côté de la chaise. Elle prit sa main entre les siennes. « Monsieur de Montvert, je ne peux pas promettre que la vie n'apportera plus de douleur. Personne ne peut le promettre. Mais je peux vous promettre que, tant que nous serons ici, nous serons à vos côtés. Toujours. Et ce n'est pas parce que vous avez de l'argent ou un grand manoir. C'est parce que vous avez un bon cœur. Et nous vous aimons. Vraiment. » Élie sentit sa gorge se serrer. Il regarda la main d'Agathe tenant la sienne, si petite, si fragile, mais si ferme. Et il laissa les larmes couler enfin. « Je vous aime aussi, » murmura-t-il, « et ça me terrifie. » Agathe sourit à travers ses larmes. « Alors nous aurons peur ensemble. Mais nous ne serons pas seuls. » Ils restèrent là pendant de longues minutes, se tenant simplement la main, partageant le silence, la douleur et l'espoir. Et quand ils se levèrent enfin, quelque chose avait changé. Le mur invisible était tombé. Et à sa place, il n'y avait que de l'amour. Dans les jours qui suivirent, Élie commença à enquêter sur ses propres frères. Il engagea un avocat de confiance, maître Maurice Tavares, un homme sérieux et compétent qui travaillait avec lui depuis des années. Maître Tavares découvrit rapidement des choses intéressantes. René et Auguste étaient en difficulté financière, de graves difficultés. Auguste avait fait de mauvais investissements et avait presque tout perdu. René était poursuivi pour fraude dans une affaire immobilière. Ils avaient besoin d'argent. Et Élie, avec sa fortune intacte et sans héritier, était la cible parfaite. « Ils essaient de vous faire déclarer incapable à nouveau », expliqua maître Tavares lors d'une réunion au bureau. « L'idée est d'utiliser l'argument que vous êtes manipulé émotionnellement par une employée et que vous prenez des décisions irrationnelles. S'ils y parviennent, ils peuvent prendre le contrôle de l'entreprise et de vos biens. » Élie sentit la colère bouillir. « Ils n'y arriveront pas. » « Non. Mais nous devons être malins. Ils vont essayer de trouver tout ce qu'ils peuvent utiliser contre vous, toute preuve que vous êtes influencé. » C'est alors qu'Élie eut une idée. « Maître Tavares,
Je veux apporter quelques modifications à mon testament. L'avocat haussa les sourcils. Quel genre de modifications? Je veux tout laisser, à Agathe et Cora. La maison, l'entreprise, tout. Et je veux m'assurer que mes frères ne reçoivent rien. Maître Tavares hésita. Monsieur de Montvert, je comprends votre frustration, mais cela pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour argumenter que vous êtes manipulé. Alors que dois-je faire? Les laisser gagner? Non. Mais nous devons être plus stratégiques. Que diriez-vous de créer une fondation caritative, de laisser la majeure partie de votre fortune à des causes sociales, avec Agathe comme administratrice? Ainsi vous aidez ceux qui en ont besoin, vous, assurez l'avenir d'Agathe et de Cora, et vous leur enlevez l'argument de la manipulation. Élie réfléchit un instant, puis il sourit. C'est parfait. Ils passèrent les semaines suivantes à travailler sur les documents. Élie créa la fondation Hélène et Michel de Montvert en hommage à sa femme et à son fils. La fondation aurait pour objectif d'aider les familles en situation de vulnérabilité en leur offrant logement, éducation et soutien émotionnel. Agathe en serait la directrice avec un salaire digne et une totale autonomie dans ses décisions. Et le manoir serait transformé en siège de la fondation, un lieu où les familles brisées pourraient en trouver accueil et un nouveau départ. Quand Élie parla de son projet à Agathe, elle fut sous le choc. « Monsieur de Montvert, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. » « Ce n'est pas trop. C'est ce qui est juste. Vous et Cora m'avez appris que la foi n'est pas quelque chose que l'on garde, c'est quelque chose que l'on partage. Et je veux partager tout ce que j'ai avec ceux qui en ont vraiment besoin. Mais et vos frères? Ils n'accepteront pas ça. Non. Mais, peu importe, ils n'ont aucun droit légal sur quoi que ce soit. Et même s'ils essaient de contester, Maître Tavares a veillé à ce que tout soit juridiquement blindé. Agathe serra Élie dans ses bras. Merci, pas seulement pour ça, mais pour nous avoir fait confiance, pour nous avoir donné une chance. Merci à vous de m'avoir donné une raison de vivre à nouveau. Cora, qui avait tout entendu depuis la porte, entra en courant et se joignit à l'étreinte. « On va aider tellement de gens, tonton Élie. Ça va être super. » Élie rit, et c'était un rire sincère, léger, plein de vie. « Oui, ma petite, ce sera le cas. » Mais la paix fut de courte durée. René et Auguste, en découvrant les projets d'Élie par un employé traître de l'entreprise, paniquèrent. Ils savaient que si le testament était modifié et la fondation créée, ils perdraient toute chance d'hériter de quoi que ce soit. Et alors, ils firent quelque chose de désespéré. Ils engagèrent quelqu'un pour placer des preuves de vol dans le manoir. L'idée était simple, mettre un objet de valeur dans la chambre d'Agathe ou de Cora, découvrir le vol, appeler la police et utiliser cela comme preuve qu'Élie était trompée par une criminelle. L'objet choisi fut une vieille Bible, reliée en cuir, avec des pages dorées, qui appartenait à la collection personnelle d'Élie. C'était une pièce rare, évaluée à des centaines de milliers d'euros. Le plan était de la placer dans la chambre de Cora pendant la nuit, quand tout le monde dormirait, puis de la découvrir le lendemain matin lors d'une visite surprise. Mais ce que René et Auguste ne savaient pas, c'est que Madame Irène, méfiante de leurs intentions, depuis le début avait installé des caméras de sécurité discrètes dans tout le manoir, à la demande d'Élie. Et tout fut filmé, l'employé traître entrant dans la chambre de Cora, plaçant la Bible dans l'armoire, sortant sans faire de bruit. Le lendemain matin, comme prévu, René et Auguste se présentèrent au manoir avec une avocate différente, plus agressive. Ils exigèrent d'entrer, prétendant avoir des informations selon lesquelles un objet de valeur de la collection d'Élie avait été volé. Élie, déjà préparé par Maître Tavares, leur permit d'entrer. « Où est l'objet » demanda-t-il en feignant l'inquiétude. « Dans la chambre de votre petite bonne, bien sûr, » dit René avec un sourire venimeux. « Allons vérifier. » Ils montèrent à la chambre d'Agathe et de Cora. L'avocate ouvrit l'armoire et, de manière théâtrale, sortit la vieille Bible. « La voici, preuve du vol. » Agathe devint blême. « Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Je le jure. »« Bien sûr que vous ne le savez pas, » se moqua Auguste, « parce que vous l'avez volée. »« Non, elle ne l'a pas volée, » dit calmement Élie, « parce que je sais exactement qui l'a mise là. » René fronça les sourcils. « De quoi parles-tu » Élie prit la tablette qu'il avait apportée et montra les images des caméras de sécurité. L'enregistrement montrait clairement l'employé entrant dans la chambre et cachant la Bible.
Et plus encore, il montrait René donnant de l'argent à l'employé dans la rue, la veille au soir. « Vous avez essayé d'incriminer Agathe, » dit Élie, la voix froide comme la glace. « Vous avez violé mon domicile, soudoyé un employé, placé de fausses preuves. C'est un crime. Plusieurs crimes. En fait, » l'avocate devint blanche. René et Auguste tentèrent d'argumenter, mais il n'y avait rien à dire. La preuve était irréfutable. « Maître Tavares est déjà en train de contacter la police, » continua Élie. « Vous allez répondre de violation de domicile, de faux et usage de faux, de diffamation et de tentative d'escroquerie. Et je m'assurerai que vous payiez pour chacun de ces crimes. » « Élie, nous sommes tes frères, » cria Auguste désespéré. « Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, vous n'êtes plus rien pour moi. » La police arriva quelques minutes plus tard. René, Auguste et l'employé furent arrêtés en flagrant délit. L'avocate réussit à s'échapper, mais sa licence serait suspendue pour participation à un complot frauduleux. Quand tout le monde fut parti, Élie se tourna vers Agathe, qui tremblait, serrant Cora dans ses bras. « Tout va bien, c'est fini. »« Ils ont essayé de me détruire, » murmura Agathe, encore sous le choc. « Et ils ont échoué, parce que la vérité finit toujours par éclater, Agathe. Toujours. » Mais en consolant Agathe, Élie prit la Bible qui avait servi d'appât. Quelque chose attira son attention. Il l'ouvrit et sur la première page, vit une dédicace écrite de sa propre main, des décennies plus tôt. « Pour l'orphelinat Saint-Antoine, avec foi et espoir. Que ce livre apporte la lumière aux cœurs qui en ont le plus besoin, Élie de Montvert. » Il se figea. Cette Bible n'aurait pas dû être là. Il l'avait donnée il y a plus de 20 ans. Comment était-elle revenue dans sa collection? « Agathe, d'où venait votre mari ?» Agathe cligna des yeux, confuse par le changement de sujet. « Du Havre, monsieur, pourquoi? A-t-il grandi dans un orphelinat ?» Agathe devint blême. « Oui, l'orphelinat Saint-Antoine. Il y est resté de 5 à 18 ans. Comment le savez-vous » Élie lui montra la dédicace. Agathe la lut, et ses jambes flageolèrent. Cora tenait la main de sa mère, sans comprendre complètement ce qui se passait. « Cette Bible a appartenu à votre mari, » dit Élie, la voix tremblante. « Je l'ai donnée à l'orphelinat où il a grandi, il y a des années, et d'une manière ou d'une autre, elle est revenue. Comme si Dieu montrait que vous étiez toujours destiné à être ici. » Agathe se couvrit la bouche de ses mains, les larmes coulant librement. « Mon mari a toujours dit que cette Bible avait changé sa vie, que c'est en la lisant qu'il a trouvé la foi, que c'est grâce à elle qu'il est devenu un homme bon. Il l'a gardée toute sa vie, et quand il est parti, je l'ai emportée avec moi. Elle est dans ma valise, elle y a toujours été. » Élie sentit le sol se dérober. « Alors celle-ci est la mienne, celle que j'ai donnée. Qui est revenue? D'une manière ou d'une autre. » Ils se regardèrent et ils comprirent. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne l'avait jamais été. Dieu avait tout orchestré, chaque détail, chaque rencontre, chaque moment. Élie avait changé la vie du père de Cora sans le savoir, des décennies plus tôt. Et maintenant Cora changeait la sienne. C'était un cycle, un cercle parfait d'amour, de foi et de rédemption. Ce soir-là, les trois s'agenouillèrent ensemble devant l'autel, et pour la première fois, ils prièrent non seulement comme des amis, mais comme une famille. Une vraie famille, une famille choisie, une famille bénie. Et Élie sut avec une certitude absolue qu'il était exactement là où il devait être, à l'endroit où Dieu avait toujours voulu qu'il soit, chez lui. Les mois qui suivirent la découverte de la Bible apportèrent une paix profonde au manoir d'Élie de Montvert. C'était comme si chaque pièce d'un puzzle complexe avait enfin trouvé sa place, révélant une image qui avait toujours été là, attendant d'être vue. La révélation qu'Élie avait, sans le savoir, touché la vie du père de Cora des décennies plus tôt, n'était pas seulement une coïncidence extraordinaire. C'était la confirmation qu'il existe un plan plus grand, une toile invisible de connexion qui unit les gens à travers le temps et l'espace, guidée par une force qui dépasse la compréhension humaine. Élie fit encadrer la dédicace de la Bible et la plaça sur le mur du bureau, à côté de l'autel. Chaque soir, en regardant ces mots écrits de sa propre main tant d'années auparavant, il se rappelait que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, peut changer le cours d'une vie. Et parfois, il peut même sauver une âme.
La Fondation Hélène et Michel de Montvert fut officiellement inaugurée un samedi matin ensoleillé. Le manoir, qui, pendant des années, avait été un mausolée de silence et de solitude, débordait maintenant de vie. Des ouvriers avaient transformé les pièces vides en chambres accueillantes, en salles de séjour, en bibliothèque communautaire, en cuisine industrielle et même en une petite chapelle. Le jardin, autrefois abandonné, exhibait désormais des parterres organisés, une aire de jeu pour enfants et des bancs en bois où les gens pouvaient s'asseoir et discuter. Agathe assuma le rôle de directrice avec un mélange de nervosité et de détermination. Elle n'avait jamais rien géré d'aussi grand, mais Élie lui faisait entièrement confiance. Et avec le soutien de Maître Tavares, de Madame Irène et d'une petite équipe de bénévoles, elle commença à comprendre qu'elle était plus capable qu'elle ne l'imaginait. Cora, maintenant âgée de 7 ans, devint la mascotte non officielle de la Fondation. Elle accueillait chaque nouveau résident avec un large sourire et invariablement un dessin fait spécialement pour eux. Ces dessins restaient simples, des soleils, des cœurs, des maisons, des familles se tenant la main. Mais chacun portait tant d'amour que les gens les gardaient comme des trésors. Les premières familles à arriver furent soigneusement sélectionnées. Une mère célibataire avec 2 jeunes enfants qui avait perdu son emploi et sa maison. Un veuf âgé qui n'avait nulle part où aller après avoir été expulsé de son appartement. Une jeune femme enceinte qui avait été chassée de chez elle par sa famille. Chacun apportait son histoire de douleur, de perte, de brisure. Et chacun trouvait à la Fondation Hélène et Michel une chance de recommencer. Élie n'était plus aussi présent dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. Il délégua la plupart des responsabilités à des cadres de confiance et commença à consacrer son temps à la Fondation. Il parlait avec les résidents, écoutait leurs histoires, priait avec ceux qui le demandaient, et à ses heures perdues, continuait d'écrire dans son journal de prière. Les pages étaient maintenant remplies non seulement de ses propres mots, mais aussi de petites phrases écrites par Cora, par Agathe, et même par certains des résidents de la Fondation. C'était un registre collectif de foi, d'espoir et de transformation. Un après-midi, alors qu'Élie organisait des documents dans son bureau, Madame Irène frappa à la porte avec une expression inquiète. « Monsieur de Montvert, il y a une personne à la porte. Elle dit qu'elle a besoin de vous parler, c'est urgent. » Élie fronça les sourcils. « Qui est-ce » Elle s'est présentée comme Sophie de Montvert. Elle dit qu'elle est votre nièce. Élie sentit son sang se glacer. Sophie, la fille de René. Il ne l'avait pas vue depuis qu'elle était une petite enfant. C'était avant que tout ne s'effondre, avant les trahisons, avant la rupture. « Faites-la entrer, » dit-il, prudent. Quelques minutes plus tard, une jeune femme d'une 20aine d'années entra dans le bureau. Elle avait de longs cheveux bruns, des yeux sombres comme ceux de René, mais il y avait quelque chose de différent en elle, quelque chose de doux. Elle semblait nerveuse mais déterminée. « Tonton Élie, » dit-elle, la voix tremblante. « Merci de me recevoir. » Élie l'observa avec attention. « Sophie, tu as grandi. »« Oui, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. »« Et qu'est-ce qui t'amène ici? C'est ton père qui t'envoie. » Sophie secoua la tête rapidement. « Non, mon père ne sait pas que je suis là. En fait, il m'a interdit de vous chercher. Mais je devais venir. Je devais vous demander pardon. » Élie haussa les sourcils. « T'as pardon ?» Sophie s'assit sur la chaise qu'il lui offrit, les mains tremblant légèrement. « Pour ce que mon père et mon oncle ont fait. Je sais tout. Je sais pour la tentative de vous faire déclarer incapable. Je sais pour l'arnaque qu'ils ont essayé de monter avec la Bible. Je sais qu'ils ont été arrêtés. Et j'ai tellement honte. » Élie resta silencieux, l'observant simplement. « J'ai grandi en entendant mon père dire du mal de vous. Il disait toujours que vous étiez égoïste, que vous aviez oublié la famille, que vous ne vous souciez de personne. Mais en grandissant, j'ai commencé à me poser mes propres questions. J'ai parlé à des gens qui vous connaissaient, j'ai lu de vieux articles, et j'ai découvert la vérité. J'ai découvert que mon père et mon oncle avaient essayé de vous voler votre entreprise. J'ai découvert qu'ils avaient menti, manipulé, trahi. » Elle essuya une larme qui coulait. « Et j'ai découvert que vous aviez tout à fait le droit de les rayer de votre vie. » Élie soupira. « Sophie, tu n'as pas à t'excuser pour les erreurs de ton père. Tu n'es pas responsable de ce qu'il a fait. Je sais, mais j'avais besoin que vous sachiez que tout le monde dans la famille n'est pas comme eux.
Je ne veux pas être comme mon père. Je veux être différente. » Ellie sentit quelque chose bouger en lui. Cette jeune femme, assise en face de lui, portait le sang des frères qui l'avaient trahi. Mais elle portait aussi l'espoir. Elle portait la possibilité du changement. « Que veux-tu, Sophie ?» Elle respira profondément. « Je veux travailler ici, à la Fondation. Je suis diplômée en assistance sociale, je veux aider les gens. » Et, quand j'ai entendu parler de la Fondation Hélène et Michel, j'ai su que c'était là que je devais être, pas pour le nom de mon verre, mais parce que c'est le bon endroit. Ellie la regarda longuement, et puis, chose qu'il n'aurait jamais cru faire, il sourit. « Vous êtes engagée. » Sophie écarquilla les yeux. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. Mais pas à cause de votre nom de famille. Parce que je crois aux secondes chances. Et parce que vous avez eu le courage de venir ici et d'assumer la responsabilité de quelque chose qui n'était pas de votre faute. Cela montre du caractère. » Sophie se mit à pleurer. « Merci, tonton Ellie. Merci beaucoup. » Dans les mois qui suivirent, Sophie devint une partie intégrante de la Fondation. Elle travaillait sans relâche, aidant les résidents à trouver un emploi, à résoudre des questions administratives, à reconstruire leur vie. Et, lentement, elle devint aussi une partie de la famille improvisée qui s'était formée au manoir. Agathe l'accueillit comme une sœur cadette. Cora l'appelait « Tante Sophie ». Et Ellie découvrit que même après tant de douleurs causées par ses frères, il était encore possible de trouver la rédemption dans une nouvelle génération. La Fondation grandissait. Plus de familles arrivaient. Plus de vies étaient transformées. Et Ellie réalisait que le manoir, qui était autrefois un symbole de sa richesse et de sa solitude, était maintenant le symbole de quelque chose de bien plus grand, l'amour inconditionnel. Mais le temps, cruel et inévitable, continuait de passer. Ellie commença à sentir le poids de l'âge. Ses promenades dans le jardin devinrent plus lentes. Ses nuits de prière plus longues. Maître Tavares lui conseilla de faire des examens, de se reposer davantage, de prendre soin de sa santé. Ellie était d'accord, mais au fond, il savait que son corps était fatigué. Il savait que le voyage touchait à sa fin. Il n'avait pas peur, plus maintenant, parce qu'il savait qu'il laissait un héritage. Pas d'argent ou de propriété, mais d'amour. Et il savait que, quand il partirait, il ne serait pas seul. Il serait entouré de gens qui l'aimaient vraiment. Une nuit d'hiver particulièrement froide, Ellie sentit une douleur aiguë dans la poitrine. Il était dans son bureau, en train d'écrire dans son journal, quand tout devint noir. Agathe le trouva évanoui sur le sol et appela immédiatement une ambulance. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins confirmèrent qu'il avait eu une crise cardiaque. Pas assez grave pour être fatale, mais assez sérieuse pour servir d'avertissement. Quand Ellie se réveilla, il vit Agathe, Cora, Sophie et Madame Irène autour de son lit. Toutes avaient les visages marqués par l'inquiétude et les larmes. « Je vais bien, » dit-il, la voix faible mais ferme. « Ne pleurez pas. »« On a eu si peur, » murmura Agathe en lui tenant la main. « On ne peut pas te perdre, Ellie. » Ellie sourit. « Vous n'allez pas me perdre. Je suis encore là, mais même quand je ne le serai plus, vous irez bien, parce que vous êtes forte et parce que vous avez les unes les autres. » Cora monta prudemment sur le lit et posa sa tête sur sa poitrine. « Tonton Ellie, tu dois rester. On a encore besoin de toi. » Ellie lui caressa les cheveux. « Je resterai le temps que Dieu voudra, ma petite, mais quand l'heure viendra, tu ne devras pas être triste. Tu devras continuer à dessiner tes soleils. Tu devras continuer à rappeler aux gens qu'il y a toujours de la lumière. » Les médecins laissèrent sortir Ellie après quelques jours, mais avec des recommandations strictes. Il devait ralentir le rythme, éviter le stress, mieux prendre soin de lui. Ellie accepta. Et pour la première fois de sa vie, il suivit vraiment les conseils médicaux. Il passa plus de temps avec Cora, lui lisant des histoires, écoutant ses prières, lui apprenant des choses sur le monde. Il passa plus de temps avec Agathe, parlant de la vie, de la foi, de l'espoir. Il passa plus de temps à la Fondation, non pas en travaillant, mais en étant simplement présent, en observant, en témoignant de la transformation que son acte de foi avait créée. Et chaque soir, avant de s'endormir, il écrivait dans son journal
des mots simples, des mots de gratitude. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée, pour un autre sourire de Cora, pour une autre conversation avec Agathe, pour une autre vie transformée à la Fondation. Je ne méritais rien de tout cela, mais tu me l'as quand même donné. 2 ans passèrent. La Fondation Hélène et Michel avait déjà aidé des dizaines de familles à recommencer. Certaines vivaient encore là. D'autres avaient déjà trouvé leur propre chemin. Mais toutes emportaient avec elles la leçon qu'elles avaient apprise au manoir. Que l'amour guérit, que la foi transforme, que personne n'est si brisé qu'il ne puisse être restauré. Élie, maintenant âgé de 66 ans, sentait que son temps était compté. Ce n'était pas un sentiment de peur, c'était une certitude tranquille. Il appela Maître Tavares et mit à jour son testament une dernière fois. Il laissa des instructions claires sur la Fondation. Il laissa des lettres personnelles pour Agathe, pour Cora, pour Sophie, pour Madame Irène. Et il laissa une dernière demande dans son journal de prière. Ne laissez jamais personne prier seul ici. Un matin de printemps, Élie ne se réveilla pas pour le petit déjeuner. Agathe monta dans sa chambre et le trouva allongé dans son lit, les mains croisées sur la poitrine, une expression de paix absolue sur le visage. Il était parti pendant son sommeil, silencieusement, sans douleur, entouré de l'amour qu'il avait construit. Agathe tomba à genoux à côté du lit, les larmes coulant sans contrôle. Mais au milieu de la douleur, elle sentit quelque chose, une présence, une paix, et elle sut qu'Élie allait bien. Il était enfin réuni avec Hélène et Michel. Il était chez lui, sa vraie maison. Les funérailles furent simples, comme Élie l'avait demandé. Il n'y eut pas d'ostentation, juste des gens qui l'aimaient vraiment. Agathe, Cora, Sophie, Madame Irène, les résidents de la Fondation, quelques employés fidèles de l'entreprise. Et tous, sans exception, partagèrent des histoires sur la façon dont Élie avait touché leur vie, sur la façon dont il avait changé, sur la façon dont il avait appris à aimer. Cora, maintenant âgée de 9 ans, lut un passage du journal de prière pendant la cérémonie. Sa voix était ferme, claire, pleine d'amour. Aujourd'hui, Cora m'a appris que la foi n'est pas quelque chose que l'on garde, c'est quelque chose que l'on partage. Et j'ai passé bien trop d'années enfermé dans cette maison à prier seul, en croyant que cela me rendait fort. Mais cela m'a seulement rendu vide. Merci Seigneur d'avoir envoyé des anges sous la forme d'une femme brisée et d'une enfant silencieuse. Ils m'ont sauvé. Il n'y eut pas un œil sec dans la chapelle. Élie fut enterré à côté d'Hélène et de Michel dans le caveau familial, mais son esprit, son essence, resta vivant dans la Fondation, resta vivant dans chaque vie transformée, resta vivant dans le journal de prière qui continua d'être écrit par tous ceux qui passaient par le manoir. Agathe prit entièrement la direction de la Fondation. Sophie devint son bras droit. Et Cora grandit là, entourée d'amour, de foi, d'exemples de dépassement de soi. Elle n'oublia jamais l'homme qui lui avait appris que le silence peut être puissant, mais que l'amour partagé l'est encore plus. Les années passèrent. La Fondation Hélène et Michel s'agrandit, ouvrit des succursales dans d'autres villes, aida des centaines, puis des milliers de personnes. Et tout commença par un acte simple. Un homme solitaire qui accepta de partager sa prière avec un enfant. 20 ans après le départ d'Élie, Cora, maintenant une femme adulte, travaillait comme coordinatrice pédagogique de la Fondation. Elle était diplômée en psychologie spécialisée dans les traumatismes infantiles. Et chaque jour, elle utilisait son expérience pour aider d'autres enfants qui, comme elle l'avait été un jour, avaient perdu leur voix. Un matin pluvieux, une femme frappa au portail de la Fondation. Elle était trempée, portant une vieille valise et tenant la main d'une petite fille aux yeux effrayés. « S'il vous plaît, » dit la femme, la voix désespérée, « j'ai besoin d'aide. Je n'ai plus nulle part où aller. » Cora regarda la scène et sentit une vague de déjà-vu. Elle se souvint de sa mère, tant d'années auparavant, frappant à la porte du manoir d'Élie. Elle se souvint de la peur, de l'incertitude. Et elle se souvint de la façon dont tout avait changé quand quelqu'un avait décidé d'ouvrir la porte. Elle sourit, tendit la main à la fillette et dit exactement les mots qu'Élie lui avait dit il y a si longtemps. « Vous pouvez entrer et vous pouvez rester. » La femme se mit à pleurer de soulagement. La fillette regarda Cora de ses grands yeux, et Cora y vit ce qu'Élie avait vu en elle, l'espoir, la fragilité,
et une force cachée. Cora les fit entrer toutes les deux, leur montra la chambre qu'on leur avait préparée, leur offrit un repas chaud, et avant de partir, laissa un dessin sur le lit. Il était simple, un soleil, un cœur, et 3 personnes se tenant la main. « Bienvenue à la maison », dit-elle. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, la fillette, qui était arrivée effrayée, sourit, parce qu'elle comprit, même sans mots, que c'était un endroit sûr, un lieu de nouveau départ, un lieu où les prières n'étaient pas faites seules. L'histoire d'Élie de Montvert ne s'est pas terminée avec son départ. Elle a simplement commencé à se multiplier. Chaque vie qu'il a touchée est devenue une nouvelle histoire. Chaque personne qui est passée par la Fondation a emporté avec elle la leçon qu'il a apprise trop tard, mais qu'il a apprise complètement. Celui qui prie seul peut survivre, mais celui qui prie avec les autres apprend à vivre. Et tandis que la pluie tombait dehors, à l'intérieur du manoir qui n'était plus un mausolée mais un sanctuaire d'amour, les gens se rassemblaient pour la prière du soir. Jeunes et vieux, riches et pauvres, brisés et restaurés. Et ensemble, main dans la main, ils parlaient à Dieu. Pas avec peur, pas avec solitude, mais avec foi, avec espoir, avec amour. Le manoir d'Élie de Montvert était devenu exactement ce qu'il avait toujours voulu qu'il soit. Un foyer. Pas seulement pour lui, mais pour tous. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Élie de Montvert, d'Agathe et de Cora a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de foi, de rédemption et d'amour inconditionnel, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Nous vous attendons pour le prochain épisode.